Troisième élément, qui lui aussi va me conduire probablement à être politiquement incorrect, l'individualisme méthodologique. Ce qui correspond à, c'est le grand rêve de beaucoup de sociologues, c'est le grand rêve de Mauss, c'est beaucoup plus précisément, c'est aussi le rêve de Durkheim, c'est beaucoup plus précisément le rêve de tous ceux qui ont voulu combattre l'ethnologie ou l'ethnographie, et sa tendance à enfermer les hommes dans leur dépendance de tribu, dans leur dépendance d'ethnie. C'est tout ce qui consiste à dire la société est infiniment soluble dans les individus qui la composent. Donnez-moi un homme, donnez-moi une femme, placez-les dans le contexte approprié, j'en ferai non pas ce que eux ou ce que elle veut, j'en ferai ce que ce contexte appelle. L'individualisme méthodologique fait évidemment très bon ménage avec les droits de l'homme et avec l'universalisation des droits de l'homme, qui consiste tout simplement à faire disparaître le substrat politique et économique qui rend l'application des droits de l'homme possible. Et nous sommes là devant un tour de passe-passe du mondialisme moderne, proclamer des droits sans s'interroger à aucun moment sur les combats historiques et sur les raisons politiques et économiques qui rendent leur application possible. Et l'individualisme méthodologique pose le problème auquel l'Europe est d'ores et déjà confrontée. Comme il faut être bref, je vais être violent. Il est clair que 500 ou 1000 boat people qui atterrissent sur les côtes européennes du Sud, c'est un problème de droits de l'homme. Il est clair que d'une manière ou d'une autre, 5 ou 10 millions de boat people qui gagneraient les côtes méditerranéennes d'Europe du Sud, c'est un problème de changement de population et c'est un problème d'invasion. Et nous sommes là devant un des points aveugles du mondialisme qui est l'individualisme méthodologique. Toute société se dissout dans la somme des individus qui la composent. Le dernier point de l'utopie mondialiste, c'est le parti pris de l'unité humaine ou de l'universalité des valeurs occidentales. Tous les hommes aspirent à la même condition, disait Tony Blair. Il n'y a rien qui ressemble à une société, disait Margaret Thatcher. Et c'est le parti pris du droit contre l'histoire et de l'économie contre le politique. Je crois que nous sommes là sur son dernier point au cœur de l'utopie mondiale ou mondialiste. L'économie assurant l'abondance désarme les passions politiques. Le droit organisant l'ensemble des relations humaines met fin à l'histoire, et c'est la prophétie de la fin de l'histoire qui vient retrouver les prophéties de la fin de la guerre, qui vient retrouver les prophéties de la fin des problèmes alimentaires, la fin des conflits mondiaux, etc., etc. Alors, et ce sera le cinquième point, c'est de cela dont nous sommes en train de sortir. Et de la même manière que j'ai passé un peu de temps à énumérer les 4 points essentiels de l'utopie mondiale ou de l'utopie mondialiste, je crois qu'il vaut la peine de regarder les points sur lesquels nous sommes en train d'en sortir. Parce que, de manière évidente, et je crois que c'est clair à chacun de nous quand on le dit, nous sommes bien en train d'en sortir. Alors j'espère avoir tort si je reprends une dernière citation sur ce sujet, pour vous faire sourire, mais le sourire, je crois, sera modeste. Du fait des techniques et de la civilisation européenne que la colonisation diffuse à l'ensemble du monde, les guerres diminuent en nombre. La marche de la civilisation conduit à l'élimination graduelle de la force pour la remplacer par l'arbitrage universel du droit et des institutions. C'est une citation qui vient de M. Fontaine, qui avait obtenu le prix Nobel de la paix, et de M. Nicolas Hotelet. Elle date de l'été 1913. En 1913, il constatait que les guerres devenaient totalement improbables en Europe. Je crois que nous sortons d'une naïveté analogue, et je reprendrai quelques-uns des points que j'ai évoqués en les élargissant probablement. Le premier point, il est évident, c'est celui de l'ambivalence de toutes les techniques. Oui, sans doute, le téléphone portable
la télévision satellitaire, Internet sont des moyens de la libération individuelle. Mais nous voyons bien que ce sont aussi les moyens les plus terrifiants de l'oubli impossible, de l'impossibilité de la fuite et de l'impossibilité du pardon. Tout ce qui passe sur Internet et sur les réseaux sociaux à tout moment, tout ce qui passe par un téléphone portable à tout moment, est inscrit dans une mémoire planétaire qui ne s'efface pas. Ça n'est pas un grand secret pour beaucoup ici que le téléphone portable est devenu le premier moyen du ciblage et de l'assassinat politique individuel. Ça n'est pas un grand secret de savoir que quelques-uns des succès les plus achevés dans la lutte contre le crime international viennent de l'utilisation, bien entendu, et des données issues des téléphones portables et des données issues d'Internet. J'avais récemment une démonstration par la police belge à cet égard qui est tout à fait illustratif et tout à fait intéressant. Nul ne peut non plus oublier, et là j'aborde évidemment des sujets plus complexes, mais des sujets qui vont nous dominer dans les années à venir. Nul ne peut oublier non plus que la télévision satellitaire est devenue l'outil d'une imposition mondiale des représentations, telles que pour l'essentiel, elles sont issues d'Hollywood. Et nul ne peut oublier que la maîtrise de l'information, la maîtrise des représentations et de leurs canaux de diffusion va être un des enjeux d'affrontement mondiaux dominants dans les années à venir. J'en prendrai simplement deux éléments. À l'origine des tensions entre Israël et la Turquie récente, la production, la réalisation et la diffusion d'un film d'origine turque qui donne effectivement et pour une fois un rôle qui n'est pas sympathique et aux GIs et aux Marines et aux troupes israéliennes. Vision probablement très largement partagée par une grande partie du monde musulman. Mais imaginez le choc si sur nos écrans des Champs-Élysées devait bientôt être projeté un film, d'où qu'il vienne, à capitaux malais ou à capitaux turcs, pourquoi pas financé par les établissements de finance islamique, qui pour la première fois